Fin de parcours pour 2009 et rediffusion d'une dizaine d'À Voix nues que Jean-Marie Domnac avait conduit au début des années 1990. Domnac dirigea longtemps la revue Esprit d'une main impétueuse et au moment où il conduit ses entretiens, il achève ses enseignements de culture générale à Polytechnique. Depuis, Domnac est mort. Ses partenaires d'À Voix nues, Henri Mandras, que nous réécouterons la semaine prochaine, Pierre Boutan, que nous écouterons cette semaine, sont morts aussi. Mais qu'importe, Domnac aimait la formule de Nietzsche, en avant, par-dessus les tombeaux. Il en aimait une autre qu'il empruntait en la détournant à l'héraldique. Il en avait même fait un titre pour la publication de son journal, « Beaucoup de gueule et peu d'or ». Son interlocuteur de cette semaine aurait pu choisir le même blason. Royaliste de vieille obédience, il y aurait cependant ajouté le lys des Bourbons. Son nom, Pierre Boutan, faisait à l'époque se lever les polémiques. Avec un bel esprit de système, Boutan avait choisi des positions politiques toujours contradictoires de celles de Domnac et il aurait fallu plus que les 5 épisodes de la semaine pour vider leur querelle. Premier round. C'est Domnac qui, engagé par France Culture, tenait la rampe, mais Boutan n'entendait pas nécessairement monter l'escalier au rythme que son interlocuteur voulait lui imposer. Domnac lui confiait, pour l'amadouer, je crois de moins en moins au contre et de plus en plus à l'eau près. Pierre Boutan, c'est une surprise. Vous voici en face de vous pour la première fois depuis 1940-1941 que nos itinéraires, nous n'avons pas tout à fait le même âge. Vous avez quelques années de plus que moi, mais je dirais, si j'ose dire, historiquement, nous avons le même âge. Nous avons baigné dans les mêmes événements, nous avons souffert des mêmes malheurs. Et je ne sais pas si nous pouvons être heureux de nos victoires. C'est une surprise. Je vous dis franchement qu'il y a 30 ans, ça ne m'aurait pas beaucoup plu. J'étais encore dans cette atmosphère de guerre, cette atmosphère polémique, et vous étiez, pour moi, quelqu'un à ne pas trop fréquenter. Nos itinéraires, je l'ai dit, tiennent aux événements de ces 50 dernières années, mais dans plusieurs occasions, nous n'avons pas choisi de la même manière. Alors, dessiner votre portrait, je ne le peux pas parce que je vous connais insuffisamment, je vous ai connu insuffisamment, mais je commence à mieux vous sentir. Nous avons choisi différemment. À l'époque de Vichy, vous étiez pour la Révolution nationale, j'étais contre. Je m'empresse de dire que vous n'avez en rien servi les Allemands, mais vous avez été pendant plusieurs mois fidèle à la Révolution nationale. Et moi, je me suis engagé très rapidement dans une résistance intégrale. Et puis, 5-6 ans après 10 ans même, après la libération, voilà que nos chemins ont à nouveau divergé et que, en ce qui concerne l'Algérie, l'indépendance algérienne, vous étiez contre, j'étais pour. Vous avez écrit un pamphlet à ce moment-là où vous me prenez pour symbole, en quelque sorte, je ne dirais pas de vos ennemis, mais de vos adversaires, car je n'ai jamais été votre ennemi, vous ne me considérez pas comme tel et je ne vous considère pas comme tel, mais enfin nos divergences ont été importantes. Vous restez monarchiste, je suis et je reste républicain, voilà, on pourrait continuer. Cependant, je rends hommage à ce qui a été votre vertu propre, votre vertu combattante, votre fidélité. Vous êtes toujours allé dans le même engagement. Je crois moi aussi. Voici les points de rapprochement. Nous avons été fidèles l'un et l'autre, mais il me semble maintenant que le temps n'est plus à opposer d'anciennes inimitiés. Nous les avons en quelque sorte dépassés peut-être davantage par nos défaites que par nos succès, dépassés parce que le monde a beaucoup changé et nous avons changé avec lui. Et puis enfin, nous sommes dans une société qui s'est tellement transformée que ces remaniements nous rapprochent en quelque sorte et que nous voyons comme à la marée descendante ressurgir les rochers, n'est-ce pas, les rocs où l'un et l'autre nous nous sommes accrochés. Et il se peut que ces récifs ne soient pas éloignés les uns des autres. Dans une société qui s'homogénéise, qui se médiatise, nous sommes en quelque sorte resserrés et rapprochés. C'est donc sans rien
nier de nos divergences. Je crois sans aucune concession que nous pouvons discuter, mais au contraire dans le plaisir, dans la joie d'être à la fois éloignés et proches. Ce n'est ni un éloge entume, ni un éloge posthume que nous pouvons faire l'un de l'autre. Ce que vous venez de dire me touche très directement, je vous en remercie. Je suis obligé de revenir un peu sur quelque chose de pas très intéressant, c'est-à-dire moi-même, dans la description que vous venez d'en faire. C'est vrai que ce portrait que vous faites ne me chante pas beaucoup. Il n'est pas tout à fait véridique. Celui que je ferai de vous ne serait pas non plus véridique. Je ne savais pas grand-chose sur vous. J'ai appris beaucoup de choses en lisant à temps et à contre-temps. Il y a des pages de vos carnets, les pages de votre jeunesse, les pages du Cagneux de 40 que je n'ai pas connu, du Cagneux de 39-40 à Clermont-Ferrand, qui m'ont saisi, qui m'ont intéressé. La course à bicyclette, la course vers le sud, est quelque chose que j'ai curieusement retrouvé, mais de manière romanesque, dans un des textes que j'ai commis il y a quelques années. Quand vous parlez du maréchal Pétain, pourquoi ne pas en parler? Vous pensez bien qu'il faut en parler. J'ai écrit même une petite brochure qui s'appelait Ami du maréchal, qu'on m'a souvent envoyé à la figure. Oh, ami du maréchal, mais je pensais qu'il fallait l'être. Pourquoi? Parce que je pensais que je continue de penser que c'était peut-être le seul moyen de chasser l'Allemand et de le battre. On ne savait pas d'avance ce qu'allait faire de Gaulle et ce que chacun allait faire. Alors j'ai été ami du maréchal, je n'ai vu le maréchal sérieusement qu'une fois, et sur le pas de sa porte, ça m'a beaucoup fait rire. Je venais pour lui dire ce que je pensais sur la manière dont, tout à fait comme au temps de Fichte, quand les Allemands avaient l'idée de chasser le Français, et il y avait le clan de la reine Louise, qui était auprès du roi de Prusse, qui était le clan de la bataille contre le Français, n'est-ce pas? Et puis il y avait le clan du roi de Prusse, qui était beaucoup plus prudent. Je savais bien que j'allais voir le roi de Prusse au pavillon Sévigné, la seule fois où je l'ai vraiment vu. Et à la sortie, il m'a dit quelque chose qui était très drôle, qui m'a à la fois fait rire et qui m'a terriblement déçu. Il m'a dit « Oui, c'est très bien, mais souvenez-vous de ce que disaient les gendarmes, du serment des gendarmes sous l'Ancien Régime, des gendarmes. On disait gendarmes chargés, mais souvenez-vous que vous avez femme et enfant et que vous avez acheté votre cheval. Moi, j'avais pas acheté mon cheval, j'avais femme et enfant, mais je n'avais l'idée que d'en découdre. Et ma bataille pour le maréchal était une bataille en vue de la reprise de la guerre. Je n'ai jamais, faut bien vous le dire, c'est très important, étant donné qu'on a essayé de me faire crever de faim, moi et ma famille, et qu'on m'a chassé de l'université dans une première phase, à un moment où, cher Domnac, vous ne veniez pas terriblement au secours des gens injustement blessés, injustement attaqués, vous n'avez pas fait d'enquête, vous avez raison, j'étais pas Dreyfus, c'était pas une affaire Dreyfus, mais c'est vrai que n'ayant jamais vu un Allemand autrement qu'au bout d'un fusil mitrailleur, j'ai été chassé de l'université comme si j'avais été collaborateur. Or, qu'est-ce que j'ai fait dès que j'ai pu? Tout de suite, j'ai filé en Afrique du Nord, n'est-ce pas, avant le 8 novembre 1942, et j'ai autant que j'ai pu contribuer à ce qui s'est passé en Afrique du Nord à ce moment-là. Donc j'ai assez parlé de moi. Dans la suite, en effet, nous nous sommes retrouvés dans des camps opposés. Vous avez insisté avec raison sur cette affaire d'Algérie dont nous aurons à reparler. Elle est capitale à sa manière. Elle est capitale. Nous ne la lisons pas tout à fait de la même manière. Encore ça dépend. Il y a des moments où maintenant nous la lisons de la même manière. Simplement, cette affaire a été essentielle, tout à fait essentielle. Mais tout de suite après, il s'est passé bien d'autres choses aussi qui nous ont tantôt séparés et tantôt réunis. Il y a quelque chose sur le quoi vous n'avez pas insisté, qui est tout à fait capital pour moi aussi, quand même, c'est le moment où vous avez été pour moi une figure symbolique de l'adversaire, mais pas tellement sur l'Algérie, bien que je vous ai nommé, semble-t-il, j'avais oublié ce texte, où j'ai dû être polémique et probablement injuste. En réalité, c'était pas ça qui comptait, vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est que vous étiez, que vous le vouliez ou non, vous avez mis 40 ans à comprendre, comme vous le dites dans un de vos livres, vous avez mis 40 ans à vous débarrasser de l'idée que Staline était quelque chose de, après tout, avouable, possible. Vous avez mis 30 ou 40 ans pour vous en débarrasser vivement, courageusement, brillamment.
Et vous l'avez fait avant même que s'effondra l'horreur qui était de l'autre côté. Pendant des années, nous avons passé des années à subir. Nous savions ce qui existait de l'autre côté. Tout le monde le savait. On ne savait pas que ça faisait 40 millions de morts, comme il a été dit depuis. Mais on savait que ça en faisait quand même beaucoup. Alors cela, je n'ai jamais bien compris comment vous avez mis si longtemps à vous en débarrasser, mais vous vous en êtes entièrement délivré. Et là, nous nous sommes rejoints, et j'ai trouvé après coup des notes passionnées et passionnelles qui n'étaient pas dans vos textes d'esprit de jadis, des choses vraiment très belles souvent, sur Barrès, sur Bernanos, sur Blois, tout un pont de la culture, de ma culture, comme de la vôtre, que j'avais peut-être méconnu auparavant. Je pense que nous nous sommes véritablement rejoints et que la convergence a été effective. Bon, nous sommes maintenant d'accord au moins sur un point, et qui est fondamental, c'est que nous nous respections mutuellement, que nous nous estimons mutuellement. C'est sûr. Je ne voudrais pas répondre à ce que vous avez dit. Je ne fais qu'une remarque très très précise, touchant aux dates et aux faits, car je ne voudrais pas que nos itinéraires respectifs soient déviés. Je n'ai pas mis, vous me vieillissez, 30 ou 40 ans pour me déstaliniser. D'abord, je n'ai jamais été communiste ni stalinien, mais enfin, je croyais effectivement à la libération, que la Russie, l'Union soviétique allait ouvrir un autre chemin. Cela dit, dès 1950, où j'ai été exclu du mouvement des partisans de la paix, pour avoir écrit que la révolution avait rencontré le mensonge, une réaction morale plus que politique, je dois dire que je ne me faisais plus guère d'illusions sur le stalinisme. Sur le Parti communiste français, j'ai continué quelque temps, mais enfin, je ne veux pas du tout m'exonérer. Je dirais une seule chose: les hommes de ma génération ont eu sur les bras à la fois Hitler et Staline. C'est beaucoup pour une seule génération, c'est beaucoup pour des garçons de 20 et 30 ans. Hitler, Staline et le colonialisme français. Et sur ce point, vous voyez, comme vous, je vibre. J'ai connu l'Empire. Quand j'avais 12 ans, j'ai vécu un peu au Maroc. Je me rappelle encore l'exposition coloniale. J'ai aimé tout cela, et puis j'ai grandi avec cela, mais dès 1945, 46, je me suis précipité dans la bataille contre la guerre d'Indochine, la française, et ensuite contre la répression à Madagascar, et ensuite contre les guerres d'Afrique du Nord, et cela, je ne le regrette en rien, mais cela me pose des questions, et peut-être vaut-il mieux, en effet, considérant ce qui se passe dans ces pays. Je reviens du Cambodge, vous voyez, j'ai parlé du Maroc, c'était le second fleuron de l'Empire français. Quand on voit ce qui se passe dans ces pays, on ne peut pas ne pas se poser des questions sur la justification de notre engagement personnel. Mais nous reprendrons tout cela si vous le voulez bien. Sans vous interrompre, mais voici, je pensais tout à l'heure à propos de c'est vous qui dites à un moment 30 ou 40 ans quelque part, à propos le temps qui a été mis par vous et par d'autres. Mais je ne pensais pas à ça, je pensais à Esprit. Je pensais à Esprit que je suivais, que je lisais, où votre action était tellement importante, tellement décisive. Et je pensais en particulier à l'éditorial, intéressant, beau à sa manière, et terrible aussi, sur Budapest. En plein Budapest. Il y a eu un éditorial d'Esprit. Je ne veux pas faire de polémique, encore une fois, mais je suis bien obligé d'être sincère, d'expliquer pourquoi j'ai mis si longtemps à comprendre qui était Jean-Marie Domnac. Par exemple, cet éditorial qui expliquait, qui s'indignait absolument de Budapest, qui s'indignait, qui était déjà anti-stalinien à sa manière, avec des réserves justement, mais qui en même temps accordait tout au marxisme et disait le marxisme est vrai, le marxisme est fondé sur tout sauf sur la morale. Il y avait donc, vous avez sûrement dans l'esprit cet extraordinaire éditorial qui était peut-être de vous. Non, c'était pas de vous. C'était Albert Béguin et Pierre-Emmanuel. Et voilà. C'était pas très Pierre-Emmanuel comme style, mais enfin, dire que le marxisme avait raison sur tout, sauf sur la morale, c'était lui accorder une espèce de vérité sur l'économie, sur la philosophie, sur la métaphysique, qui me paraissait intenable. Vous grossissez un peu, mais on ne va pas faire trop de nuances sur le passé. C'est vrai que le marxisme a continué à nous fasciner, mais j'observe une chose étrange, Boutan, c'est que nous en sommes, je dis nous, moi et mes camarades, nous nous en sommes vraiment détachés, alors que
beaucoup de ceux qui se targuaient d'être anti-marxistes sont plus marxisés que nous-mêmes. Nous vivons dans une société qui donne raison à Marx. Il suffit d'ouvrir son journal pour constater qu'on y parle d'abord d'économie. C'est l'économie politique qui nous gouverne, n'est-ce pas? Et nous le voyons, tout ce qui se passe aujourd'hui. Sur quoi s'est fondée l'Europe? C'est pas une critique, mais sur l'économie. Nous faisons un grand marché. Les Français sont devenus marxistes comme ils étaient devenus cartésiens il y a un siècle ou deux, n'est-ce pas? Nous sommes naturellement maintenant marxisés. Or, ni vous ni moi ne le sommes plus. Ça, c'est une question. C'est une évolution très intéressante, mais elle va encore peut-être plus loin que vous ne dites là, sur un point. Vous avez pratiqué Kojève comme moi. Quand on lit, on trouve des choses très extraordinaires dans Kojève et on s'aperçoit que Kojève pensait qu'en réalité, la révolution était accomplie, le marxisme était accompli, était effectivement réalisé, et savez-vous où? Aux États-Unis. Et il explique que les États-Unis sont que la société libérale américaine est une espèce c'est la révolution marxiste accomplie, rendue à la fois inutile et prophétiquement démontrée. C'est très étrange. Je crois à la convergence profonde du libéralisme et du socialisme. Ce sont des frères jumeaux, n'est-ce pas? L'un et l'autre ont voulu éliminer le politique. C'est sortir du politique. Et vous savez, tout ce que, comme le pape a tonné naguère contre l'athéisme marxiste, moi je suis convaincu que le libéralisme est beaucoup plus athée que le marxisme. Il traîne encore dans le marxisme des relents de morale. On n'est pas plus ou moins athée. Il est athée aussi. Beaucoup plus athée, parce que... Non, je me réfère à Dostoïevski. Bon, vous me direz, c'est pas un père de l'Église qui a dit le socialisme, c'est Dieu, mais envisagé sous un autre aspect. J'en suis tout à fait convaincu. Il y a une sorte de détournement de divinité qui s'est produit dans le socialisme, alors que le libéralisme dit, mais messieurs, continuez à jouer aux billes. Dieu détourné comme ça, c'est le diable. Oui. Ah bah, le diable, écoutez, on en reparlera plus tard. Il faudra peut-être parler un peu du diable. On tâchera de le convoquer ici, mais peut-être qu'il est sous la table. Il est peut-être sous la table. Oui. Et, bien, nous vivons actuellement dans une société profondément athée, et beaucoup plus athée que si c'était une société socialiste ou communiste, parce que aucune transcendance n'est évoquée, aucune. Le dévouement n'est même pas sollicité. Ce qui est sollicité, c'est l'égoïsme de chacun pour arriver au bien commun. Mais c'est une société affreuse. Cela dit, elle marche, ou elle court, plus exactement, ou elle roule, disons. Elle court à notre perte. Bon, elle roule, je ne sais pas, ça je ne fais plus de prophétie, mais ni vous ni moi nous nous sentons très à l'aise dans cette société. Il faut constater que c'est elle qui l'a emporté par rapport à ce socialisme auquel j'ai mis plus d'espoir que vous, je pense. Oui. Mais d'une certaine façon, vous aussi, vous cherchez une transcendance. Votre monarchisme, excusez-moi, là, peut-être vous vous expliquerez, j'ai jamais bien compris. Alors, votre monarchisme, c'est bien cette recherche d'une transcendance ou d'un reflet d'une transcendance sociale. Certainement, à tel point que vous avez parlé de Maurras. C'est normal qu'on parle de Maurras. Je reste toujours aussi attaché à Maurras. Je pense qu'il a eu raison. Je pense qu'il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Mais ce que je crois, c'est que lorsqu'il parlait du pays réel, par exemple, n'est-ce pas? Le pays réel, il ne pouvait pas savoir. Il ne savait pas à ce moment-là que justement c'était le sacré. Et que le seul équilibre possible qui pût être fait aux réalités asservissantes, aux réalités et au pays légal, n'est-ce pas? C'était justement l'ensemble des traditions religieuses et des engagements du côté de la transcendance de l'homme français. C'est à ce point de vue-là que je crois que nous nous rejoignons aussi. Seulement, vous dites Barrès, vous dites Bernanos, mais vous ne dites jamais Maurras, parce qu'en réalité, je vous soupçonne, il se trouve que j'ai un peu lu Marx, j'aurais pu ne pas lire, mais je l'ai lu pour répondre aux gens, parce qu'il fallait le lire quand même, bien. Mais vous n'avez pas lu Maurras non plus. Non. Vous avez été exaspéré d'avance. C'est grand texte, mais excusez-moi, oui, quand j'avais 14 ans, que j'allais à mon collège, je m'arrêtais devant l'Action française qui était placardée à Lyon, place Bellecour, et ça me passionnait. Je voyais qu'est-ce qu'il leur tape. Voilà, c'est ça. Fantastique. Et c'était pas le Mais vrai Maurras. après, excusez-moi, nous aurons sûrement l'occasion de reparler de Maurras, et j'espère à un niveau qui soit
digne de ce qu'il a fait de meilleur, car là-dessus, sur ce qu'il a fait d'horrible, je ne transigerai pas. Et peut-être que vous accepterez que nous n'en parlions pas, si vous voulez qu'on en parle. Mais ce descendant des Grecs, n'est-ce pas, est quelqu'un qui m'a toujours inquiété. Ben, j'aime la Grèce, comme vous, j'aime Antigone, et ce qu'il a dit d'Antigone, d'ailleurs aussi. Mais je crois une chose, et je dirais de Maurras la même chose que ce que je dirais de Heidegger, lorsque on ne se réfère qu'aux Grecs, en laissant de côté les Romains, le Christ, et les Hébreux, alors là, on pense mal, même si votre pensée claire et lumineuse. Mais Maurras n'a jamais rien fait de tel. Bien, nous reparlerons des bons et des mauvais maîtres. Oui. Moi, je reste barésien en grande partie, et je vous rappelle ce qui disait à Maurras. Vous avez peut-être raison, parce que Maurras est un type qui voulait toujours avoir raison, jusqu'à en devenir fou, comme l'a dit De Gaulle, que vous citez dans votre livre. Vous avez peut-être raison, disait-il, mais vous n'avez pas pour vous les puissances du sentiment. Oui. Personne n'a mis l'accent sur les puissances du sentiment plus que Maurras. Simplement, il y a le sentiment déréglé, pour lui désordonné, le sentiment qui échappe au contrôle de l'homme et à la vérité, et il y a le sentiment soumis à l'esprit. Vous savez, dans les Allemands que vous aimez, que vous supportez, les Allemands de la grande tradition idéaliste sont des gens qui n'ont pas bien distingué les deux formes de sentiment. Mais leur sentiment est entièrement déréglé. Dans le cas de Maurras, vous dites, est-ce que Maurras n'a pas parlé des Romains? On reviendra certainement à Maurras plus tard, mais des Romains et du Christ, il en a parlé toujours. Et pour avoir défendu, comme il pouvait le faire sans mentir, lui, défendu l'Église, la part de transcendance contenue dans l'Église, même lorsque la foi vous a manqué. Car il y a le drame, chez Maurras, le drame de la surdité et de la perte de la foi. Et c'est quelque chose de douloureux et de terrible qui est le fond de sa vie. Et s'il a retrouvé la foi, c'est ce que je vous disais à l'instant, je crois, c'est que lorsqu'il parlait du pays réel opposé au pays légal, son pays réel manquait pour nous de conviction. Je n'adhérais pas toujours à cela, parce que nous ne savions pas ce que c'était que le pays réel. Nous ne savons plus que c'est seulement maintenant, un peu grâce au marxisme et par antiphrase, que le pays réel, c'est l'élément de sacré, c'est l'élément de religion et de transcendance qui se trouve à l'intérieur de notre vie. Et si nous voulons limiter cette société déchaînée, à laquelle vous rendez un hommage curieux à certains moments, vous dites que Staline lui-même savait parfaitement qu'il s'agissait seulement de rejoindre le modèle américain, le modèle capitaliste. Vous n'excluez pas que ce modèle de société libérale avancée, avec les apports techniques et les apports bureaucratiques, soit absolument indispensable, mais vous ne voyez pas quoi lui opposer. Vous ne dites pas non plus que ce qui peut lui être opposé, c'est l'élément religieux, mais considéré comme négatif. Si vous l'avez dit presque tout à l'heure, lorsque vous avez évoqué la réaction de Jean-Paul II. Je ne crois pas que nous devions opposer la religion et la politique, et c'est un point dont nous allons reparler, parce qu'il mérite un approfondissement. Je ne crois absolument pas. Je crois que nous sommes dans une phase de transition où nous devons parler de façon modeste, et modeste, ce qui ne veut pas dire nostalgique ni surtout désespéré, mais nous avons à recréer quelque chose à l'intérieur de cette société désagrégée, décomposée, non pas en lui proposant des vertus ou des vérités. Si, quand même, le pauvre. La défense du pauvre contre cette société qui est tout entière fondée sur l'argent, il faudra bien l'opposer. Oui, mais là aussi, nous allons en reparler. On ne peut plus dire la morale comme on la disait autrefois, parce que nous sommes pris bout en nous-mêmes dans cette société. Mais le pauvre, ce n'est pas la morale. Oui, mais le pauvre, où est-il, le pauvre aujourd'hui? Pauvre, c'est le clochard. Il est là, pas seulement. Celui qui porte en lui la pauvreté dans sa misère et dans sa grandeur. Nous ne l'avons plus chez nous, parce qu'il n'y a de pauvres que là où l'on croit en Dieu, n'est-ce pas? Là où on ne croit plus en Dieu, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a que des gens qui ont besoin du RMI. Là où on ne croit plus en Dieu, il n'y a rien. Si nous, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a quelque chose, ça existe. La preuve est que
cette société fonctionne et est allée jusque dans la Lune. Non, le fait d'aller dans la... Vous savez, je vais raconter une petite histoire. Le jour où je ne sais plus qui est allé dans la Lune, je me trouvais dans une île grecque avec ma femme, et ce jour-là, les gens attendaient le moment de la Lune. Nous avons traversé la cour, et je suis rentré me coucher, j'ai dit que je ne voulais pas le voir. Le fait d'aller dans la Lune ou de ne plus aller me dégoûte profondément. Ça m'est complètement indifférent. D'abord, la Lune, il suffit de lire Pascal pour savoir que la Lune, ça n'est pas suffisant. Ça n'est rien. La Lune, c'est trop près, en un sens. Et quand c'est loin, loin et près ont un autre sens. Tout le système scientifique moderne, qui est vrai à sa façon, a été profondément mis en cause et de plus en plus mis en cause depuis Descartes et depuis le cartésianisme. Les images que nous en avons, qui sont de la surface, cette société de surface, ne traduisent pas la réalité même du monde matériel. Je crois que le monde matériel est puissamment mu par autre chose de très profond et de très décisif qui échappe entièrement à notre science cartésienne et à notre science moderne. Et le monde tel qu'il est fait par là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le cœur, c'est l'ordre du cœur, l'ordre de la charité, dit Pascal. Et c'est le pauvre. Et c'est le pauvre qui existe, et c'est lui qui triomphera. Je crois d'ailleurs que dans l'idée que ça fonctionne, quand on pense à la manière, vous qui êtes tellement lucide sur ces choses-là, vous voyez très bien les effets en Europe. Mais si on scrute un peu ce qu'est la société américaine et les contradictions internes qu'elle comporte et la vassalité de l'esprit et du cœur qui s'y révèle, on pense que ça ne tiendra pas. Ils ne se débrouilleront pas avec leur poids mort, avec leurs horreurs, avec tout ce qui dedans, toute cette vermine qui est déjà profondément dedans et qui apparaîtra de tous les côtés. Ça va sortir. La vermine et la puanteur vont sortir de manière horrible. Écoutez, en vous entendant, d'abord, je suis content parce que vous complétez le portrait sommaire que j'avais esquissé de vous en commençant. Au fond, vous êtes un poète, un prophète, un romancier aussi, je ne l'ai pas dit. Poète, oui, j'ai essayé de l'être. Ce que je ne suis pas, je vous admire beaucoup, mais alors attention, n'est-ce pas? Il y a des temps pour la prophétie, et puis il y a des temps pour la réflexion. Oui. À condition que ceux qu'on appelle prophètes, je mets des guillemets, parce que c'est une louange excessive, et quelque chose de terrible, à condition que ce temps, cette chronologie soit établie un peu par ceux qui sont du côté de la prophétie. Si la chronologie, et si les éphémérides sont fabriqués par les gens qui vivent l'horreur contre laquelle il faut que nous nous défendions, contre laquelle vous nous défendez très bien, j'ouvrirai au hasard un de vos livres et je trouverai que vous vous battez justement contre ces horreurs et cette horreur. Il y a d'ailleurs pas une contradiction, mais une opposition assez vivement sentie, souvent dans vos textes. Mais c'est la part qui sera considérée par vos adversaires comme votre part réactionnaire. Mais cette part réactionnaire y est. D'ailleurs, comment pourriez-vous parler de Blois en particulier et tout ce qui est du côté de Blois, comme de Pascal, n'est-ce pas, sans être de ce côté-là? Oui, c'est mon défaut, peut-être une qualité aussi. Je pense toujours contre, et c'est contre d'autres, mais aussi contre moi-même. Moi, je pense que quoi? Toti eneinai, ce que c'était que d'être, ce qu'est la chose. Comme philosophe, penser contre ne m'intéresse plus. D'ailleurs, contre, voyez comme nous sommes là, nous sommes contre l'un l'autre, pas du tout. Nous sommes contra, nous sommes face à face, nous sommes au près. Je crois de plus en plus à l'auprès et de moins en moins au contre. C'était le premier des entretiens à voix nue que pour France Culture, Jean-Marie Domnac avait enregistré avec le philosophe Pierre Boutan. C'était en 1992.